Source de conflit, le foncier chez nous en Côte d'Ivoire est bien à favoriser d'énormes réformes. Ce que nous allons savoir dans ce numéro de Habitat à la Une, mesdames, messieurs, ces réformes sont-elles appliquées sur les faits? Et d'autres questions, mesdames, messieurs, eh bien, construire de grands bâtiments d'habitation ou même de bureaux à grande hauteur sans parking, est-il normal? Aussi à savoir les conséquences de mauvais chaînage. Tout ceci dans Habitat à la Une. Bienvenue à tous. Support primordial dans la réalisation de tout projet de construction, l'acquisition foncière en Côte d'Ivoire requiert une attention particulière en raison des conflits qui y sont malheureusement légion. Notre reportage ira une fois de plus vers les promoteurs pour tout savoir de leurs difficultés dans l'acquisition des terres et leurs attentes vis-à-vis de l'État. Les immeubles d'habitation ou à usage administratif, il y en a dans nos cités, mais tous ne sont pas dotés de parking. Notre expert, dans l'œil de l'architecte, attirera notre attention sur leur importance, mais surtout sur les désagréments que pourrait causer l'absence de parking approprié dans la cité. Endroit où nous passons une partie importante de notre temps, l'équipement d'une chambre contribue pour beaucoup au bien-être de l'occupant. Suivons ensemble Bienvenue chez moi pour tout savoir sur l'emplacement et le choix du lit et des autres accessoires qui l'accompagnent. En construction, il existe une étape très importante qui consiste à relier certaines parties d'un bâtiment entre elles. Notre spécialiste dans les bons plans nous parlera du chaînage qui contribue pour beaucoup à la solidité du bâtiment. Que nous soyons en zone rurale ou en zone urbaine, mesdames, messieurs, nous sommes tous d'accord avec cela. Avoir un terrain n'est pas chose facile. Ce qu'il faudrait ajouter, c'est que d'énormes réformes ont été engagées, comme je l'avais dit en début d'émission, pour faciliter l'accès au logement chez nous en Côte d'Ivoire et surtout faciliter le travail de ces opérateurs immobiliers. Mesdames, messieurs, que disent-ils? Reportage. Les conflits fonciers sont souvent dus à une certaine incompréhension et le manque d'information de la part de la population, parce que l'État fixe certains prix pour les terrains et surtout qu'il y a des personnes mal intentionnées qui se permettent de revendre ces terrains à des prix exorbitants. Au niveau de l'État même, je dirais qu'aussi il n'y a pas trop d'implication parce que bien que l'État ait pris des résolutions, mais ça se trouve que les gens vendent les terrains à des prix un peu exorbitants. Il y a des conflits fonciers parce qu'il y a des terrains qui sont vendus sans papier et les mêmes terrains sont vendus à plusieurs personnes. Les propriétaires même de terrains ne sont pas honnêtes envers ceux qui viennent vers eux pour s'en acquérir, pour avoir des terrains. Ces propriétaires-là prennent ces terrains-là, ils vendent ça à plusieurs personnes. Sur ce plan coutumier-là, ils ont un peu leur système de fonctionnement parce que eux, ils vont s'appuyer peut-être sur la base des traditions, sur la base de certaines règles qu'ils ont mis aussi en place en fonction de leur système de fonctionnement dans leur secteur. Le prix n'est pas la même chose partout parce que le terrain de Cocody ne peut pas être le même prix que le terrain de Port-Bruit. Le Cocody, c'est un quartier résidentiel. Une commune comme Abobo Dereraï, le terrain ne peut pas avoir le même prix comme un terrain qui est en gris. Ça ne peut pas avoir le même prix parce qu'à Angri déjà, à Cocody déjà, habitent déjà des gens même qui dirigent le pays. L'État doit plutôt réglementer le secteur, voter des lois. Nous avons quand même des quartiers qui ne sont peut-être pas viabilisés, mais dont la population est en train de souffrir parce que les gens possédant ces terres-là sont en train de vraiment les vendre à des prix exorbitants. Donc je pense que l'État doit dépêcher rapidement des personnes vis-à-vis de ces choses-là, aller vraiment s'imprégner de la vie de la population sur la flambée de ces terrains-là. C'est vraiment très important. L'État doit s'impliquer davantage afin que les litiges fonciers cessent. Le foncier, dans son acceptation première, désigne la terre. La terre est tout ce qui s'y trouve. Pas par elle-même, mais
par l'aménagement et l'apport qu'on en fait. Une acquisition foncière, c'est l'action d'acquérir un droit de propriété. C'est, comme on le dit communément, acheter un terrain. Ça peut être dans un lotissement, comme hors d'un lotissement. En Côte d'Ivoire, le domaine du foncier rural nous ramène à l'ensemble des terres mises en valeur ou non, propriété ou non de l'État, des collectivités publiques et des personnes physiques. Cependant, dans le but de mener à bien la politique de l'habitat et le logement initiée au lendemain des indépendances, l'État a mis sur pied un ensemble de structures parmi lesquelles la Société d'aménagement des terrains urbains, CETU. Créée en 1971, la CETU avait pour rôle de constituer des réserves foncières, d'aménager des terrains pour les particuliers, les promoteurs, les industriels, les commerçants et les artisans, d'élever le niveau d'équipement des parcelles habitées, de gérer les problèmes d'assainissement et de drainage, d'aider à l'amélioration des quartiers existants. Par son truchement, l'État a donc pu se libérer des charges que nécessite l'aménagement foncier et mis à la disposition des Ivoiriens des terrains aménagés. Mais la crise économique de la décennie 1980-1990, qui a vu la dissolution de la CETU en 1987, a ramené face à face les promoteurs immobiliers et les propriétaires terriens, autrement dit, les détenteurs de droits coutumiers sur certaines terres. Beaucoup de conflits dans notre pays, même la grande crise qu'a connue le pays, le foncier est une des raisons. Pour pallier à tout ça, il était devenu impératif pour l'État ivoirien de trouver un ensemble de règlements qui régissent l'acquisition foncière en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique-là que le président de la République a pris l'ordonnance 2013 pour essayer de gérer un peu, pour ne pas dire trouver des mécanismes de gestion de l'acquisition des terrains urbains. L'État a pris le devant en instituant l'ACD. L'ACD est attribuée dans le district d'Abidjan que par le ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Par délégation, dans les villes de l'intérieur, par le préfet. Voilà les seules personnes qui sont habilitées à signer ou à décerner l'ACD. Juridiquement, l'ACD est l'unique document qui vous confère le titre de propriété. Il vous confère même la possibilité des hypothèques. C'est-à-dire vous pouvez vous en servir pour, par exemple, avoir un financement. C'est l'élément incontournable pour un financement, surtout pour les promoteurs. Cependant, disposer de terres, surtout dans le domaine rural coutumier, demeure un sujet très sensible, parce que faisant intervenir parfois plusieurs personnes d'une même famille, séparées par des intérêts divergents, il n'est pas rare de voir des promoteurs immobiliers interdits de réaliser leurs projets, parce que n'étant pas en accord avec les formules négociées par un premier groupe. À cela s'ajoutent les différences de coût du mètre carré, observées selon que l'on soit à Cocody, à Adjamé ou à Yopougon. C'est donc pour trouver une solution au problème d'acquisition des terres, notamment celle dédiée à la construction de logements, qu'il a été adopté par l'État un ensemble de réformes pour lesquelles les promoteurs attendent beaucoup. Il faut que l'État nous aide. Il faut que l'État s'implique pour que ça puisse profiter à tout le monde. Mais si on laisse la spéculation comme ça se passe aujourd'hui, chacun donne son prix. Et là, je dis que même nous, les promoteurs, nous avons des difficultés énormes d'en acquérir. Parce que chacun donne son prix selon les quartiers. Personne ne respecte la décision de l'État, parce que l'État a annoncé que les terrains autour d'Abidjan, je crois, devaient être 2000. Ce n'est pas du tout respecté. Si vous vous en tenez à ça, vous n'aurez jamais de terrain. Donc, c'est l'État qui doit, dans son rôle régalien, doit vraiment être beaucoup regardant. Et pour que les gens respectent un peu les textes, pour que tout le monde gagne. Puisque nous, les promoteurs, nous l'avons à des coûts exorbitants, il faut l'aménager. Voilà, l'aménagement revient excessivement cher. Donc, pour un terrain aménagé, vous voyez que, forcément, vous n'aurez pas au coût d'un terrain villageois. Il
Il reviendra donc à l'État de mener une politique de suivi rigoureuse en vue d'une meilleure application des dispositions légales et juridiques prises par décret ou adoptées par notre Parlement pour assainir le secteur de l'immobilier depuis l'acquisition de terrain jusqu'à la livraison des maisons conformes aux normes en vigueur. Pour agréer un promoteur, il y a une pile de documents qu'on nous demande. Quand on a satisfait à tout ça, on nous délivre l'agrément. Mais pour un promoteur agréé qui est obligé pour venir sur ces dossiers, il vient au même guichet que l'individu ordinaire. Ce n'est pas normal. Donc nous demandons à l'État, à nos tutelles, d'ouvrir un guichet unique pour les promoteurs immobiliers. Pour nous faciliter, puisque nous c'est notre domaine, pour nous faciliter l'acquisition des documents à nos acquéreurs. Le projet social du président était vraiment un projet vraiment porteur et réalisable. Mais il aurait fallu, autour d'une table, associer les experts du domaine que nous sommes. Nous avons des propositions pour aider notre population. Voilà. Donc je dis que c'est un très très bon projet. Il y avait tout pour réussir. Et simplement, je pense que tout le monde n'a pas été associé. Voilà. Donc si on reprend les choses comme il se doit, ce projet est promoteur, surtout pour la population. Et voilà, je ne peux que inciter la tutelle à nous inviter autour d'une table pour qu'on repense ce projet-là pour le bonheur des Ivoiriens. De plus en plus d'immeubles servant d'habitation ou de bureaux se construisent sans parking. Mesdames, Messieurs, nous constatons tous ensemble d'énormes conséquences sur cet état de fait. Nous allons à la rencontre dans l'œil de l'architecte d'un expert en la matière avec qui nous allons avoir tout sur l'importance des parkings dans notre quotidien. L'œil de l'architecte, c'est maintenant. Quel constat pouvez-vous faire de l'existence des parkings dans les immeubles d'habitation ou de travail? Aujourd'hui, partout dans la ville d'Abidjan, qui est la plus urbanisée, nous faisons un constat qui est très amer. Les parkings ne sont pas suffisants. Au plateau, quand on y va, on tourne en rond, il n'y a pas de parking. Tout le monde construit sans parking et ce sont les rues qui sont encombrées parce qu'il n'y a pas de parking. C'est le constat amer que nous faisons partout à travers toute la ville d'Abidjan. Combien de types de parking distingue-t-on? Normalement, on a les parkings pour les habitants, usagers de l'immeuble, et les parkings pour les visiteurs. Quels sont les risques à construire des immeubles sans parking? Il y a un arrêté ministériel qui définit le nombre de parkings à observer. Et c'est depuis 1982. Normalement, pour un immeuble, un logement, que ce soit un logement dans la zone collective d'habitation résidentielle, il faut 2 parkings par logement. Quand nous sommes à Yopougon ou bien à Bobo, on exige un parking par logement. Concernant les bureaux, nous avons pour 50 mètres carrés, il faut un parking. Mais quand on va aussi dans les autres aménagements, comme les hôtels, il y a les normes partout pour le nombre de parkings qu'il faut prévoir. Quelles sont les exigences à respecter dans la construction des parkings? Quand les parkings sont insuffisants, alors on garde dans les rues. Alors, il y a un embouteillage partout. Quand vous allez au plateau, par exemple, quand vous voulez, par exemple, faire des dépassements, les voitures sont garées dans les rues parce qu'il n'y a pas de parking. Et dans les zones d'habitation ou les bureaux, s'il n'y a pas de parking, les voitures garent dans les rues. Et quand ça gare dans les rues, il n'y a pas de passage, nous assistons à un embouteillage énorme, l'encombrement, et on perd beaucoup de temps. L'inconvénient qui est très souvent, c'est les urgences. Quand les urgences veulent passer, que les voies sont encombrées, mais les voitures d'urgence sont obligées de stationner. Et là, ça a une grande perte de vie humaine très souvent pour les urgences. Les sapeurs-pompiers ne peuvent pas passer, alors il y a un encombrement et les voies sont saturées. Quels conseils pouvez-vous donner aux maîtres d'ouvrage voulant construire des immeubles d'habitation ou de bureaux? Aujourd'hui, la solution que nous proposons
pour les quartiers résidentiels bien bâtis déjà, quand on veut faire un immeuble ou une villa, il faut prévoir les parkings pour que chaque habitant, chaque résident ait des parkings. Dans l'environnement de la cité administrative, mais vous circulez sur les parkings en haut, c'est de la verdure. Mais en bas, en souterrain, il y a les voitures qui garent là-bas. Et ça, c'est ce que nous avons aménagé à l'époque. Partout où on fait les immeubles, il faut utiliser les sous-sols pour faire le parking. Et aujourd'hui, nous sommes en train de partir, par exemple, dans l'urbanisation écologique. Quand on fait les sous-sols, alors la partie de terre qui reste au rez-de-chaussée, on peut faire des aménagements de verdure. On peut faire aussi des places de jeux d'enfants au lieu de garer. Parce que très souvent, quand on s'en va, par exemple, dans certains ministères ou même dans certains centres commerciaux, on voit que les voitures sont garées partout. C'est l'espace perdu. C'est ce que je conseille aujourd'hui à tout usager qui veut faire, par exemple, des immeubles. Parce que les immeubles, déjà, quand on fait les immeubles, c'est de l'argent. Un sous-sol, un plus. Voilà. Chaque usager a un coin pour garer et les voitures sont en sécurité. Parce que quand il n'y a pas de parking, on est obligé, par exemple, de garer à 50 mètres, à 100 mètres. Il n'y a pas de surveillance. Or, quand c'est dans les sous-sols, il y a la surveillance parce qu'on a toujours un gardien qui surveille et il y a une sécurité. C'est ce que je conseille aux usagers. Les difficultés que rencontrent les promoteurs immobiliers dans l'acquisition de terrains chez nous en Côte d'Ivoire et l'importance des parkings dans notre quotidien, respectivement dans le reportage et ensuite dans l'œil de l'architecte, voici les deux sujets qui ont été abordés en début d'émission. Avec beaucoup de plaisir, nous allons nous retrouver pour la suite de Habitat la Une. Mesdames et messieurs, merci de suivre Habitat la Une sur RTI 1. Nous allons maintenant faire une incursion chez vous à la maison et nous intéresser à ce mobilier très important qu'est le lit. Est-ce que déjà vous vous êtes posé la question de savoir quel est le bon emplacement du lit dans la maison et surtout le choix qu'il nous faut? Tout savoir, c'est dans Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, je m'appelle Akaflor. Je suis très heureuse de vous recevoir chez moi. La literie, en fait, c'est l'ensemble des accessoires qui constituent le lit. C'est la couette, le sommier, le matelas, les oreillers et aussi les draps. Le lit, c'est un meuble fonctionnel, utilisé normalement dans une chambre à coucher. On le place normalement accompagné de 2 tables de chevet ou une seule table de chevet. Tout dépend de l'espace approprié pour cela. Il peut être utilisé en rotin, en bois massif, en lamellé collé, en fer forgé. Et pour certaines cultures, comme la culture japonaise, certaines personnes utilisent le lit futon. Le lit futon est composé d'un matelas futon qui est posé pratiquement à même le sol sur un tatami. Dans la culture occidentale, le lit se place toujours au nord, c'est-à-dire qu'on place toujours la tête du lit contre un mur. Et on le fait pour éviter justement les rayons du soleil. Il faut éviter de mettre le lit autour d'objets encombrants. On ne place pas le lit dans un espace de circulation. Et il faut toujours laisser assez d'espace autour du lit pour qu'on puisse se déplacer. Il est très important aussi de savoir que le lit, en termes généraux, peut être utilisé d'une manière thérapeutique. Donc, pour avoir un très très bon sommeil, c'est important de faire un bon choix au niveau de la literie. Il faut choisir un bon matelas. Il faut un matelas ferme. Vous pouvez utiliser un matelas à ressort ou un matelas en latex ou un matelas en mousse. Tout dépend forcément de votre morphologie, de votre taille, de votre poids. Concernant le sommier, il y en a plusieurs. Il y a des sommiers à latte, il y a des sommiers à ressort, il y a des sommiers en composite en fibre de verre. Il faut utiliser des oreillers soit assez gonflants, moelleux. Il y en a qui sont plats, il y en a qui sont assez volumineux. Tout dépend en fait de votre morphologie parce que normalement, l'oreiller est censé maintenir les vertèbres cervicales. Donc même ça, au niveau du choix des oreillers, c'est très important.
Concernant les draps, de plus en plus, les draps ne sont plus trop utilisés. Les gens utilisent maintenant plus les couettes. La couette, on peut l'utiliser légère ou assez épaisse. Tout dépend de la température ambiante de la chambre. Donc vous avez toutes ces choses-là en fait pour permettre à votre être, à votre corps de bien se reposer et vraiment de passer du bon moment dans la chambre parce que normalement, il est dit que l'être humain passe à peu près 6 à 9 heures dans une chambre. Donc c'est l'un des espaces les plus importants dans l'aménagement d'une maison ou d'un appartement. Pour bien dormir, pour bien se reposer, il faut savoir faire un bon choix en matière de lit, en matière de literie et surtout en matière d'emplacement du lit dans une chambre. C'est clair que si vous positionnez votre lit au mauvais endroit, vous n'aurez pas le repos que vous espérez. Donc c'est très important de faire un bon choix. Moi je conseille à toutes les personnes qui font des achats de matelas de toujours tester. Sur place, il y a toujours des personnes qui peuvent vous aider en fonction de votre poids, de votre corpulence et de votre morphologie. Il est important aussi de choisir le type de literie en fonction du design, du style d'aménagement de votre chambre. Vous pouvez choisir de type de tissu uni pour des aménagements zen. Vous pouvez choisir de type de tissu fleuri pour votre drap, pour des aménagements style classique. Et vous pouvez aussi personnaliser. Ça dépend de vous, de votre humeur, de votre créativité. Intervenant à certaines étapes dans la construction, le chaînage est un élément indispensable et même très important. Mesdames, Messieurs, sachez-le, un mauvais chaînage pourrait avoir des conséquences très graves. Alors tout savoir, ce sera dans les bons plans avec notre expert en la matière. Qu'est-ce que le chaînage en bâtiment? En bâtiment, le chaînage est un élément fait en béton armé. Un béton armé, c'est un béton fait avec des aciers haute adhérence. Quels en sont les différents types? Les différents types de chaînage, on en a généralement deux. Il y a le chaînage horizontal, il est constitué du chaînage bas et du chaînage haut. Il y a le chaînage vertical qui est lui, les poteaux. Le chaînage vertical avec les poteaux a pour rôle de relier les murs entre eux et de renforcer les angles. Le chaînage horizontal, quant à lui, a pour rôle de relier tout ce qui est en fondation, puisque lui se situe en fondation. Le chaînage haut, il relie tout ce qui est au-dessous du plancher. Quels sont les éléments à prendre en compte pour réussir le chaînage? Pour réussir un chaînage, il faut prendre en compte les armatures. On va commencer par là. Les armatures, ce sont les aciers. On parle d'armature quand il s'agit de choisir le diamètre des aciers appropriés pour un chaînage. Il y a plusieurs diamètres. Il y a le diamètre 6, il y a le diamètre 8 mm, il y a 10 mm, 12 et plus. Concernant le béton, il faut suivre un dosage précis. Il y a des dosages de 150 kg par mètre cube, il y a 250 kg par mètre cube. Tout ça, c'est défini dans le cahier de charge qu'il faut suivre. Il y a aussi l'enrobage, parce qu'avant de faire le chaînage, on met les aciers dans les moules et on met le béton là-dessus. Mais après, il faut tenir compte de l'enrobage pour ne pas que, lorsqu'on décoffre, les aciers sortent. Parce que quand les aciers sortent, ça rouille et puis ça perd sa force. Quelles sont les conséquences que peut avoir un mauvais chaînage sur le bâtiment? On parle de mauvais chaînage déjà quand il y a le dosage du béton qui est raté, il y a le choix des aciers qui est mal fait. Alors, étant donné que le chaînage a pour rôle de stabiliser la structure du bâtiment, quand le chaînage est raté, il y a la longue des fissures qui apparaissent. Et quand ça prend le temps, ça remonte jusqu'à la fondation, il y a le bâtiment qui peut s'écrouler. Quels conseils pouvez-vous donner aux maîtres d'ouvrage avant, pendant et après le chaînage? Nous pouvons donner comme conseil avant le chaînage de respecter les inscriptions du cahier de charge. Déjà, il y a les dimensions à respecter, il y a le choix des aciers à respecter, le dosage à respecter, l'enrobage du béton à ne pas rater. Ça, c'est important. Pendant le chaînage, je dirais qu'il faut faire attention à avoir tout le matériel et les matériaux disponibles. Après le chaînage, il faudra attendre que le béton fasse prise, c'est-à-dire 2 jours à 2 semaines, en fonction de l'ouvrage.
Allez, mesdames et messieurs, c'est sous ce temps qui s'assombrit tout doucement que nous allons vous dire merci d'avoir suivi ce numéro de Habitat à la Une. Avant de partir, dans quelques semaines, il y aura les fêtes de fin d'année. N'oubliez pas d'embellir votre habitat pour votre plus grand plaisir et celui de vos différentes familles. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, tous ensemble, pour un habitat meilleur. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante: habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/